nous sommes à présent en ligne avec François Devedjian, avocat. Bonjour. Bonjour. Tout simplement, dans un premier temps, on a envie de vous demander où on en est aujourd'hui dans la région de l'Artsakh. Est-ce que toutes les populations déplacées ont pu être accueillies et hébergées? Alors, il n'y a pas de camp de réfugiés en Arménie. L'essentiel des Arméniens de l'Artsakh ont trouvé des solutions d'hébergement, en tout cas provisoires et certaines plus pérennes. Certains ont quitté l'Arménie, mais l'essentiel de la population, qui est de plus de 100 000, entre 100 et 120 000 personnes réfugiées à partir du mois de septembre 2023, ont trouvé refuge en Arménie et sont en train de se réadapter à leur nouvelle vie et à se poser des questions aussi sur l'avenir, parce que ils habitaient en Artsakh depuis plusieurs générations, depuis 2500 ans d'ailleurs. Et ils ont perdu leurs terres, et on leur a même volé leurs tombes, donc il ne leur reste rien, et vous comprendrez bien qu'ils ne renonceront pas à la terre de leurs ancêtres, à leurs droits. D'ailleurs, je me permets quand même de faire une petite remarque sur votre récapitulatif et sur l'emploi du terme sécessionniste. Les populations arméniennes sont donc présentes en Artsakh depuis 2500 ans. Ce ne sont pas vraiment des sécessionnistes, ou alors on doit considérer que ce sont sécessionnistes les personnes qui refusent la tyrannie de Staline et les conséquences que cela a donné. On en est désolé pour l'utilisation de ce Non, terme. non, il n'y a pas de... C'est le terme de l'AFP, hein, donc je sais d'où il vient, mais voilà, je tenais à apporter cette précision. Vous avez bien fait. Et quelle est la perspective aujourd'hui, selon vous, politique de éventuellement récupérer ces terres? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est définitivement perdu pour ces Arméniens, ou quel est le combat, et avec quels alliés potentiels le mener? Alors, on est sur RCJ, donc je vais citer une phrase qu'on aime bien dans la famille et que je pense que les Arméniens ne devraient jamais oublier. Pendant très longtemps, les Juifs ont dit demain à Jérusalem. Eh bien, ce sera pareil pour les Arméniens. C'est d'ailleurs déjà pareil pour les Arméniens. Le combat aujourd'hui, il est évidemment juridique, il est évidemment politique. Il ne faut pas regarder l'histoire ni de l'Arménie ni de l'Artsakh à l'aune des 30 dernières années ou même du siècle dernier. Le crime ne crée jamais de droit et encore moins de droits imprescriptibles. 2023 est évidemment une année noire. C'est quand même symbolique que ce soit aussi l'année du centenaire du traité de Lausanne. Pour mémoire, le traité de Lausanne, c'est le traité qui a juridiquement donné gain de cause à la Turquie du bénéfice du génocide arménien qu'elle avait causé. Et Churchill disait à propos du traité de Lausanne qui a aboli le traité de Sèvres, on y cherchera en vain le mot arménien. Voilà. Et le même, 100 ans après, les mêmes causes produisent les mêmes effets, et peut-être qu'un jour, l'humanité devra se dire, je n'accepte pas la loi du plus fort, la loi du plus violent et la loi du plus injuste. Il y a un principe fondamental des relations internationales qui est le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est même un des deux principes fondamentaux de la Charte des Nations Unies. Il serait peut-être temps de l'écouter. Ce qui a provoqué la guerre en 1988, c'est le fait que les Arméniens demandent leur indépendance. Ils l'ont d'ailleurs voté de façon totalement démocratique avant l'Azerbaïdjan et avant même l'Arménie d'ailleurs. C'est un territoire qui est devenu libre et autonome, démocratique, alors une démocratie en construction, naissante, mais qui était difficile. C'est pas aux Israéliens qu'on apprendra que construire une démocratie quand tous les pays autour de vous veulent vous détruire est une chose facile. C'est compliqué, c'est même très difficile, et c'est une leçon, et c'est surtout, je crois, un signe que les pays démocratiques du monde, quels qu'ils soient, devraient soutenir au lieu de systématiquement chercher à défendre leurs intérêts. Justement, l'Azerbaïdjan a annoncé ces jours-ci l'expulsion de 2 diplomates français. Bakou justifie ce renvoi de 2 employés de l'ambassade de France au nom d'activités, je cite, incompatibles avec leur statut. Est-ce que c'est une punition d'un soutien de la France à l'Arménie? Je ne sais pas si c'est une punition, en tout cas c'est une politique
clairement menée par l'Azerbaïdjan, qui ne supporte pas la position de la France qui consiste à défendre le droit des Arméniens, les droits basiques des Arméniens, pas des droits revendicatifs, pas des droits expansionnistes. Vous savez, il y a deux critères assez simples pour voir quelle partie du territoire est arménien et quelle partie du territoire ne l'est pas. Le premier critère, c'est la montagne. Il suffit de regarder une carte du relief et vous verrez que l'Artsakh constitue le bout du plateau arménien. Et donc ça, c'est une première zone qui est arménienne. Et le deuxième critère, ce sont les églises. Là où il y a des églises, c'est pas une terre azérie. Et en Artsakh, il y a des églises partout. En Arménie aussi d'ailleurs. Au Nakhitchevan, qui était une terre arménienne, il n'y en a plus parce que justement les Turcs et Azéris les ont rasés. Et c'est cette réécriture de l'histoire qui est très dangereuse. Il faut aujourd'hui impérativement se rappeler l'histoire et construire le présent et le futur à l'aune de l'histoire et à l'aune du droit. Est-ce que aussi, vous l'avez rappelé, on est sur RCJ, vous avez rappelé cette phrase avec Jérusalem, il y a la notion de la négation du génocide arménien par l'Azerbaïdjan, il y a l'importance aussi de la mémoire de ce génocide et de la prévention des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, concrètement, comment vous vous battez pour toutes ces nécessités ? Alors, d'abord, il faut diffuser la connaissance. Je crois que la meilleure façon de lutter contre le négationnisme, c'est de diffuser la connaissance. Et la connaissance a beaucoup progressé sur la question du génocide arménien. Il y a aujourd'hui plus aucun historien sérieux qui ne remet en cause l'existence du génocide arménien. Il y a en particulier de très grands historiens turcs, et je pense en particulier à Taner Aksam, qui a écrit beaucoup de choses sur ce sujet et qui reconnaît de façon totalement, qui démontre, de façon totalement certaine la réalité de ce génocide. Donc la première chose, c'est de diffuser sa connaissance. La deuxième chose à faire, c'est de punir le négationnisme. Évidemment, et en matière pour la Shoah, le négationnisme est puni par la loi, et c'est une bonne chose. Parce que nier la Shoah, ce n'est pas seulement contester l'histoire, c'est contester un crime et contester ses conséquences et permettre et autoriser ou laisser imaginer qu'on puisse le reproduire. Si ce qui s'est passé le 7 octobre s'est passé, c'est aussi parce que dans un certain nombre de pays, dans le meilleur des cas, on ignore la Shoah. Et ça, on ne doit pas l'accepter. Eh bien, c'est pareil pour le génocide arménien. Donc, la négation du génocide arménien, mais pas seulement du génocide arménien, de tous les génocides. C'est la négation de tous les génocides qui doit être punie. Je pense aussi au génocide des Tutsis au Rwanda. Toute négation des génocides doit être punie par la loi. Ça, c'est le deuxième élément. Et puis, le troisième élément, c'est de tirer les conséquences de tout cela. Peut-on accepter que le crime crée un droit? Peut-on accepter aujourd'hui que non seulement on poursuive le processus génocidaire qui a été mis en œuvre par la Turquie et qui se poursuit aujourd'hui en Artsakh et qui demain peut se produire en Arménie, dans le sud de l'Arménie ossionique, si nous n'y prenons garde, ou doit-on enfin tirer les conséquences d'un génocide et refuser que les bénéficiaires de ce génocide continuent d'en tirer profit? Et pour finir, il y a des prisonniers politiques arméniens qui sont toujours aux mains de l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'il y a des perspectives politiques, diplomatiques pour les libérer? Alors, il y a même 3 types de prisonniers en fait aujourd'hui. Officiellement, il y a 23 prisonniers, dont les 8 anciens dirigeants, pardon. Pour cela, ces 8 personnes constituent évidemment des otages de premier choix. On pense à le plus connu d'entre eux, Rouben Vardanian, mais aussi à Raïk Haroutunian, qui était l'ancien président de la République d'Artsakh, et un certain nombre d'autres responsables politiques de l'Artsakh. Ceux-là sont des otages, clairement, et ceux-là seront évidemment très durs à libérer. Les autres sont, dans ce groupe de 23, les autres sont reconnus comme prisonniers de guerre, n'ont pas été libérés, en particulier en violation des accords de novembre 2020.
Et donc, il y a des tractations qui peuvent ou pas être menées. Ça reste assez discret. C'est ça qui a permis la libération d'un certain nombre d'entre eux il y a plusieurs jours maintenant. Et puis, il y a une troisième catégorie, c'est ceux qu'on ne connaît pas, ceux qui sont morts en détention. Il y a eu beaucoup de disparus. Et l'Azerbaïdjan reste une dictature extrêmement opaque sur le nombre de prisonniers, le sort de ces prisonniers. Et donc oui, il ne faut pas baisser la garde. Oui, l'Europe en particulier, et les États-Unis, et la France, et l'ensemble des pays concernés par les droits de l'homme doivent se mobiliser. Et permettez-moi de dire aussi, Israël aussi devrait se mobiliser. Euh, Israël est un allié de l'Azerbaïdjan et je crois, et ça me rend profondément malheureux parce que je crois que c'est une erreur lourde que commet Israël. Je fais la distinction entre Israël et son gouvernement, mais je crois qu'en oubliant ces valeurs et en soutenant une dictature génocidaire comme l'Azerbaïdjan, Israël commet une erreur très lourde. Merci beaucoup François Devedjian d'avoir été notre invité ce midi sur RCJ. C'était important pour nous de pouvoir parler de l'Arménie comme ça l'est en cette fin d'année, de ne pas oublier l'Ukraine non plus, tout en continuant à traiter évidemment ce qui se passe en Israël. Merci à vous.